Quand des alertes inexplicables arrivent par des canaux qui défient notre compréhension de la réalité, il existe des moments où nous recevons des alertes par des canaux que nous ne pouvons expliquer scientifiquement. Des avertissements qui arrivent par le biais de rêves impossibles, de coïncidences statistiquement absurdes, ou d'intuitions si puissantes qu'elles semblent venir d'une autre dimension de la réalité. Au cours des 10 derniers mois, j'ai documenté 4 cas extraordinaires qui se sont produits dans différentes régions de France. Des cas qui m'ont fait remettre en question tout ce que je pensais savoir sur les limites de la communication entre l'esprit humain et les événements futurs. Chacun de ces récits a été rigoureusement enquêté avec des preuves qui défient toute explication conventionnelle. Le premier cas implique un technicien de maintenance d'ascenseur à Paris qui a commencé à avoir des cauchemars récurrents sur un accident spécifique. Le deuxième, une organisatrice de fêtes d'enfants à Lyon qui a eu des visions détaillées d'une tragédie lors d'une célébration. Le troisième, un retraité de Marseille qui a rêvé d'une inondation catastrophique 3 semaines avant qu'elle ne se produise. Et le quatrième, un ouvrier d'usine à Toulouse qui a reçu des alertes par une séquence de coïncidences impossibles. En tant qu'enquêteur, j'ai toujours cherché des explications rationnelles aux phénomènes apparemment inexplicables. Mais ce que j'ai découvert dans ces 4 cas transcende tout scepticisme scientifique que je pouvais avoir. Je ne suis pas là pour prouver l'existence du surnaturel, seulement pour partager des récits vérifiés qui vous feront peut-être réfléchir sur des capacités humaines que nous découvrons encore. Chaque histoire que je vais raconter a été vécue par des personnes ordinaires dans des situations quotidiennes, qui se sont soudain retrouvées à recevoir des informations impossibles sur des événements qui n'avaient pas encore eu lieu. Des informations qui ont sauvé non seulement leur propre vie, mais les vies de centaines d'autres personnes. Après avoir enquêté sur ces cas, vous n'ignorerez plus jamais un avertissement étrange. Préparez-vous à 4 récits qui vont élargir votre compréhension des façons mystérieuses par lesquelles l'univers peut nous communiquer des dangers imminents. Je vais maintenant raconter le premier cas lié à un ascenseur. Voici comment cela s'est passé dans les propres mots de la personne qui a vécu cette expérience. Mon nom est Philippe Dubois, j'ai 38 ans et je travaille comme technicien spécialisé en maintenance d'ascenseurs à Paris depuis 14 ans. Je m'occupe principalement des immeubles commerciaux et résidentiels dans le 8e arrondissement. C'est un travail qui exige une précision absolue, car toute erreur peut entraîner des accidents graves. C'était un jeudi 21 décembre 2023. Je me souviens de la date car c'est le jour où ma vie professionnelle a changé pour toujours. Pendant 3 nuits consécutives, j'ai fait le même cauchemar avec des détails si spécifiques et techniques qu'il était impossible que je les ai inventés consciemment. Dans le cauchemar, je faisais de la maintenance dans l'immeuble Haussmann Plaza, un bâtiment de 26 étages où je travaille mensuellement depuis 9 ans. Mais cette fois, quelque chose clochait terriblement avec l'ascenseur principal numéro 2. Dans le rêve, je voyais avec une clarté microscopique chaque composant défaillant. Le câble d'acier principal présentait une rupture de 27 fils dans la région de la poulie supérieure. Le frein de sécurité avait 82% d'usure sur les plaquettes et le contrepoids était désaligné de 5,3 cm vers la droite. Plus troublant encore, dans le cauchemar, je pouvais calculer exactement quand le système faillirait. Lundi 25 décembre, à 10h15 du matin, avec 6 personnes dans la cabine descendant du 22e étage. Je me réveillais toujours au même point, en voyant les 6 personnes tomber en chute libre sur 21 étages, entendant les cris, ressentant l'impact. Ce qui me perturbait le plus n'était pas seulement le réalisme du cauchemar, mais la précision technique impossible. Dans le rêve, je connaissais des mesures, des pourcentages d'usure et des calculs d'ingénierie que je n'avais pas l'habitude de mémoriser. Avec une telle exactitude, je n'ai pas encore raconté la partie la plus effrayante. Pendant le week-end, les cauchemars sont devenus plus spécifiques et ont inclus des éléments qui n'auraient pas dû être dans ma mémoire. Dans le rêve,
Je pouvais voir des numéros de série spécifiques de composants, des dates de fabrication de pièces et même des conversations que les gens auraient dans l'ascenseur moment avant l'accident. Une des personnes serait Dr Sophie Moreau, dentiste du 12e étage, qui serait en train de commenter avec sa fille de 10 ans la consultation pour son appareil dentaire. Un autre serait Monsieur Henry, concierge retraité de 69 ans, qui porterait des médicaments pour sa femme hospitalisée. C'étaient des détails impossibles à connaître, car je n'avais jamais eu de conversation personnelle avec ces résidents. Le lundi 25 décembre, je suis arrivé à l'immeuble Haussmann Plaza à 8 heures du matin, 2 heures avant mon horaire normal. J'ai dit à l'administrateur que je devais faire une inspection préventive urgente sur l'ascenseur 2. En utilisant mes équipements les plus précis, j'ai commencé à examiner chaque composant que j'avais vu dans le cauchemar. En 45 minutes d'inspection, j'ai découvert quelque chose qui m'a glacé le sang. Tout était exactement comme je l'avais rêvé. Le câble principal avait exactement 27 fils rompus dans la poulie supérieure. Le frein de sécurité avait 82% d'usure sur les plaquettes. Le contrepoids était désaligné de 5,3 cm vers la droite. C'étaient des mesures spécifiques qui coïncidaient au millimètre près avec ce que j'avais vu dans les cauchemars. J'ai immédiatement interdit l'ascenseur et communiqué à l'administrateur les problèmes critiques. Il a été choqué car l'ascenseur avait passé une inspection de routine seulement 2 semaines auparavant. Philippe, comment avez-vous découvert ces problèmes si spécifiques? Notre dernier rapport disait que tout était normal. Je ne pouvais pas parler des cauchemars. Je me suis concentré uniquement sur les données techniques que j'avais collectées. À 10h, j'ai commencé les réparations d'urgence. À 10h15, exactement l'heure où j'avais rêvé de l'accident, Dr Moreau est arrivé dans le hall avec sa fille pour utiliser l'ascenseur 2. Zut, justement aujourd'hui que j'étais en retard pour le rendez-vous de Léa, dit-elle, regardant l'ascenseur interdit. C'était exactement la conversation que j'avais entendue dans le cauchemar. Sa fille, Léa, avait vraiment un nouvel appareil orthodontique. Quelques minutes plus tard, Monsieur Henry est apparu portant un sac de médicaments. « Je dois arriver rapidement à l'hôpital pour ma femme », murmura-t-il. « Dites-moi en commentaire, croiriez-vous à des cauchemars avec des détails techniques impossibles ? Quand j'ai terminé les réparations le mardi, j'ai découvert que l'ascenseur aurait vraiment eu un effondrement catastrophique. Le rapport technique a montré que le système était à seulement 4 heures d'un effondrement total quand je l'ai interdit. Si les 6 personnes étaient entrées dans l'ascenseur à 10h15 le lundi, elles auraient chuté sur 21 étages en chute libre. La probabilité de survie aurait été pratiquement nulle. Mais ce qui m'impressionne le plus aujourd'hui n'est pas d'avoir évité la tragédie. C'est comment mon esprit a pu accéder à des informations techniques spécifiques pendant le sommeil que ma conscience éveillée n'aurait pas pu traiter. Dr Marie Lefort, ingénieure responsable du rapport final, m'a contacté pour comprendre comment j'avais identifié des problèmes si spécifiques. « Philippe, vos mesures étaient trop précises pour être une inspection de routine. Avez-vous utilisé un équipement spécial ?» J'ai raconté les cauchemars techniques, les détails impossibles, les conversations que j'ai entendues avant qu'elles n'arrivent. Elle est restée pensive pendant longtemps. Il existe une théorie en neurosciences sur le traitement onirique d'informations techniques, dit-elle. L'idée que des professionnels expérimentés peuvent résoudre des problèmes complexes pendant le sommeil, accédant à des connaissances qui ne sont pas disponibles consciemment. Peut-être, mais comment expliquer que j'ai rêvé de conversations spécifiques de personnes que je ne connaîtrais que 2 jours plus tard? Depuis cette expérience, j'ai développé une relation différente avec mon travail. Quand j'ai des cauchemars techniques sur des équipements spécifiques, j'enquête toujours le lendemain. Peu importe à quel point cela peut paraître absurde. J'ai déjà évité 2 autres accidents en utilisant cette méthodologie. Dans les 2 cas, des cauchemars détaillés m'ont mené à découvrir des problèmes que les inspections de routine n'avaient pas détectés. J'ai appris que notre esprit peut accéder à des informations techniques pendant le sommeil de façon que nous ne comprenons pas encore.
et que, parfois, un cauchemar détaillé peut être la carte la plus précise pour éviter une tragédie réelle. Aujourd'hui, quand d'autres techniciens me racontent des rêves étranges avec des équipements, j'écoute toujours attentivement, car parfois, un cauchemar qui semble impossible peut être la façon la plus efficace pour notre subconscient de nous alerter sur des dangers imminents. Pendant que j'écoutais le récit de Philippe, je n'arrivais pas à m'empêcher de penser comment notre esprit peut-il traiter des informations techniques si complexes pendant le sommeil. Mais si vous avez trouvé impressionnant un cauchemar qui a sauvé des vies, le deuxième cas que j'ai enquêté impliquait quelque chose d'encore plus touchant. Le deuxième cas impliquant une fête d'enfants était encore plus impressionnant, car il ne s'agissait pas seulement de sauver des vies d'adultes, mais de protéger des enfants innocents à travers des visions impossibles à expliquer. Mon nom est Amélie Rousseau, j'ai 36 ans et je travaille comme organisatrice de fêtes d'enfants à Lyon depuis 11 ans. Mon entreprise, Rêve en Sourire, a déjà organisé plus de 950 fêtes en priorisant toujours la sécurité et la joie des enfants. Je pensais connaître tous les risques possibles de mon travail. Cela a complètement changé le matin du 28 janvier 2024. Ce qui m'est arrivé n'était pas un cauchemar technique détaillé. C'était quelque chose de beaucoup plus troublant. Pendant 3 jours consécutifs, j'ai eu des visions éveillées d'une tragédie spécifique pendant une fête que j'organisais. Tout a commencé quand je planifiais la fête des 9 ans de Chloé, fille de Dr Alexandre Dumont, prévue pour samedi 3 février. C'était une grande fête avec 52 enfants confirmés dans la salle des fêtes de la résidence Les Jardins de Lyon. Le lundi matin, pendant que je révisais les détails de la décoration, j'ai eu ma première vision. Ce n'était pas un rêve. J'étais complètement éveillé, en train de boire mon café, quand soudain j'ai vu quelque chose qui m'a terrifié. J'ai vu la salle des fêtes en panique totale, des enfants qui criaient, des parents désespérés, une fumée dense envahissant tout l'environnement. Je voyais des tables et des chaises prendre feu, et la petite Chloé, habillée en princesse violette, pleurant perdue au milieu de la confusion. La vision a duré seulement 35 secondes, mais elle était si réelle que j'ai renversé ma tasse de café par terre. Mon cœur battait la chamade comme si j'avais vraiment assisté à cette tragédie. Pendant toute la semaine, les visions sont devenues plus fréquentes et spécifiques. Toujours le même scénario. Feu, panique, enfants en danger. Et toujours, avec des détails impossibles à prévoir. Je n'ai pas encore raconté la partie la plus effrayante. Le mercredi, les visions ont inclus des informations techniques que je n'aurais pas dû connaître. J'ai vu que l'incendie commencerait dans le circuit électrique de la table du gâteau à 16h12, causé par une surcharge dans l'installation ancienne du bâtiment. Plus spécifique encore, j'ai vu que le problème serait dans la prise numéro 9 du mur Est, qui avait un câblage détérioré depuis des mois. L'étincelle initiale se produirait quand le technicien s'en brancherait le micro sans fil pour chanter « Joyeux anniversaire ». Le jeudi, les visions sont devenues encore plus détaillées. J'ai vu des noms spécifiques des premiers enfants qui seraient affectés par la fumée. Lucas Martin, 7 ans, asthme. Emma Dubois, 8 ans, panique. Et le petit Théo, 5 ans, plus proche de la table. C'étaient des enfants que je ne connaissais pas personnellement, car la liste d'invités avait été faite par les parents. Le vendredi, veille de la fête, les visions ont aussi inclus des conversations spécifiques qui auraient lieu moments avant l'accident. J'ai entendu Dr Dumont dire à sa femme « Heureusement qu'on a engagé Amélie, tout est parfait ». Et j'ai entendu Chloé demander à souffler la bougie spéciale en premier. Je ne pouvais plus ignorer les signes. J'ai décidé d'agir. Le samedi matin, je suis arrivé à la salle 3 heures avant la fête et j'ai demandé à examiner toute l'installation électrique. Le syndic a été surpris par ma demande, mais a accepté d'appeler un électricien. Le technicien, M. Bernard, a examiné tout le système. Quand il est arrivé à la prise numéro 9 du mur Est, son expression a complètement changé. « Mon Dieu, dit-il, cette prise a un câblage complètement détérioré. Tout équipement de forte puissance branché ici peut causer un court-circuit et un début d'incendie. »
C'était exactement la prise que j'avais vue dans les visions. Nous avons immédiatement changé tout le câblage problématique et installé des disjoncteurs supplémentaires pour éviter la surcharge. Le travail a retardé le début de la fête de 2 heures, mais c'était fondamental. À 16h12, exactement l'heure où j'avais eu la vision de l'accident, le technicien son a branché le micro sans fil pour animer les enfants. Si le câblage n'avait pas été changé, à ce moment exact, il y aurait eu le court-circuit. Et alors j'ai découvert quelque chose qui m'a empêché de dormir pendant des semaines. Pendant la fête, j'ai rencontré personnellement les enfants que j'avais vus dans les visions. Lucas Martin avait vraiment de l'asthme et restait toujours près des sorties. Emma Dubois était une fillette extrêmement timide qui s'effrayait facilement. Théo, le petit de 5 ans, avait l'habitude de rester toujours près de la table du gâteau. Exactement comme je l'avais vu dans les visions, sans jamais avoir connu ses enfants auparavant. Docteur Dumont a vraiment dit à sa femme « Heureusement qu'on a engagé Amélie, tout est parfait » et Chloé a vraiment demandé à souffler la bougie spéciale en premier, une bougie musicale qui avait été une surprise des parents. Comment ai-je pu voir et entendre des conversations spécifiques avant qu'elles n'arrivent? La fête s'est déroulée parfaitement. 52 enfants souriants, des parents satisfaits et une petite fêtée radieuse. Mais je n'arrivais pas à m'empêcher de penser à ce qui serait arrivé. Si j'avais ignoré les visions. Docteur Dumont m'a contacté à la fin de la fête. « Amélie, j'ai su que vous avez insisté pour changer le câblage. Comment avez-vous découvert qu'il y avait un problème ?» Je n'ai pas pu lui mentir. J'ai raconté les visions. Avoir vu sa fille en danger, les détails spécifiques qui m'ont mené à la prise défectueuse. Il m'a regardé avec sérieux, sans le scepticisme que j'attendais. « Amélie, je suis neurologue depuis 17 ans, dit-il. J'ai déjà documenté des cas de personnes qui développent une hyper-vigilance parentale, une sensibilité extrême aux dangers impliquant des enfants. Peut-être que votre travail a développé cette capacité, peut-être. Mais comment expliquer que j'ai vu des conversations spécifiques et des détails techniques avant toute inspection? Depuis cette fête, j'ai développé des protocoles de sécurité supplémentaires pour tous les événements. J'inspecte toujours les installations électriques, je teste toujours les équipements à l'avance, j'ai toujours des plans d'évacuation spécifiques. Dites-moi en commentaire, croiriez-vous à des visions qui ont sauvé des enfants? J'ai déjà organisé plus de 180 fêtes depuis, et à 3 occasions, j'ai eu des visions similaires qui m'ont mené à découvrir de vrais problèmes de sécurité. Structures instables, équipements défectueux, risques que les inspections normales n'avaient pas détectés. J'ai appris que quand nous travaillons avec des enfants, notre esprit développe une sensibilité spéciale pour détecter les dangers. Et que parfois, une vision impossible peut être l'alerte la plus précise pour protéger ceux que nous aimons le plus. Aujourd'hui, quand d'autres personnes du domaine me racontent des pressentiments ou des intuitions sur la sécurité, j'écoute toujours attentivement. Car parfois, une vision qui semble absurde peut faire la différence entre une fête inoubliable et une tragédie irréversible. L'histoire d'Amélie m'a fait réfléchir sur notre capacité à protéger ceux que nous aimons par des canaux inexplicables. Quand j'ai terminé de documenter son cas, une question est restée. Serait-il possible que notre instinct protecteur puisse transcender les limitations physiques de la perception? C'est en pensant à cela que je suis arrivé au 3e récit. Le 3e récit sur une inondation défie toute explication météorologique, car il impliquait des prédictions spécifiques faites des semaines avant tout signe officiel du désastre. Mon nom est Marcel Fontaine. J'ai 73 ans, je suis retraité et j'habite dans le quartier de la Croix-Rousse, à Lyon depuis 47 ans. J'ai travaillé comme employé de banque pendant toute ma vie, j'ai toujours été une personne pratique et sceptique envers les superstitions. Je n'ai jamais cru aux prémonitions ou aux phénomènes surnaturels. Cela a complètement changé dans la nuit du 18 février 2024. Ce qui m'est arrivé n'était pas des visions éveillées ni des cauchemars techniques. C'était quelque chose de beaucoup plus déconcertant. Pendant 4 nuits consécutives, j'ai eu des rêves extrêmement détaillés sur une inondation dévastatrice qui frapperait spécifiquement ma région 3 semaines plus tard.
Dans le premier rêve, j'ai vu ma rue, la rue des Fantasques, complètement inondée. L'eau arrivait au premier étage des immeubles, les voitures étaient emportées par le courant et les gens demandaient du secours depuis les fenêtres. Mais ce qui m'a le plus impressionné était la précision impossible des détails. J'ai vu que l'inondation commencerait le 12 mars à 15h35, en commençant par la rue de la République et se répandant rapidement dans toute la région. Dans le rêve, je pouvais même voir le niveau exact de l'eau en points spécifiques. 2,1 mètres haut, et coin de la pharmacie, 2,7 mètres devant l'épicerie de Monsieur Antoine, et 3,4 mètres dans la partie la plus basse de la rue, près de l'égout principal. C'étaient des mesures spécifiques que je n'aurais pas pu calculer consciemment. Pendant les rêves suivants, les informations sont devenues encore plus détaillées. J'ai vu que la cause serait la rupture de la canalisation principale d'eau pluviale de la rue de la République, combinée avec une pluie torrentielle de 195 mm en 5 heures. Plus spécifique encore, j'ai vu que le problème commencerait dans la canalisation qui passe sous le pont à l'endroit exact où il y a un virage à 90 degrés qui était obstrué par des débris depuis des mois. Je n'ai pas encore raconté la partie la plus effrayante. Dans les rêves, je voyais aussi des personnes spécifiques en situation de danger. Madame Jacqueline, ma voisine de 85 ans, était coincée dans l'appartement du rez-de-chaussée sans pouvoir sortir. Le garçon Tom, 13 ans, essayait de sauver le chien qui était resté piégé dans le garage inondé. C'étaient des détails sur des personnes que je connaissais de vue, mais avec qui je parlais rarement. La 5e nuit, le rêve a aussi inclus la solution. J'ai vu que si les gens étaient alertés 8 heures à l'avance, tout le monde pourrait se protéger. J'ai vu des itinéraires de fuite spécifiques, des points hauts sûrs et même quelles voitures devraient être retirées en premier. Pendant les semaines suivantes, je n'arrivais pas à m'empêcher de penser aux rêves. J'ai consulté obsessionnellement les sites météorologiques, mais aucune prévision n'indiquait de pluie intense pour début mars. Au contraire, une période relativement sèche était prévue. Mais la précision des détails me dérangeait. J'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait. Enquêter physiquement sur les lieux qui apparaissaient dans les rêves. La première semaine de mars, j'ai marché dans la rue de la République en cherchant la canalisation que j'avais vue obstruée. J'ai demandé des informations à la mairie et j'ai découvert qu'il y avait vraiment des rapports anciens de problèmes de drainage dans cette zone. Un employé de la maintenance m'a confirmé « Oui, monsieur Fontaine, ce virage de la canalisation pose toujours problème. Ça fait des années qu'on doit nettoyer, mais les fonds manquent pour de gros travaux. » C'était exactement ce que j'avais vu dans les rêves. Le jeudi 11 mars, veille de la date prévue dans les rêves, je me suis réveillé avec une anxiété inexplicable. Pendant toute la journée, j'ai senti une compulsion irrésistible d'alerter mes voisins sur le danger. Même en risquant de paraître fou, j'ai décidé d'agir. J'ai commencé par visiter Madame Jacqueline. Madame Jacqueline, je sais que ça va paraître étrange, mais j'ai un pressentiment très fort qu'il va y avoir une inondation grave demain. Vous ne voudriez pas passer la journée chez votre fille ? Elle m'a regardé avec surprise, mais a accepté. Monsieur Marcel, vous avez toujours été sensé. Si vous êtes inquiet, j'y vais. J'ai visité 18 voisins pendant la journée, inventant des excuses sur des prévisions non officielles de pluie intense. La plupart ont accepté de prendre des précautions supplémentaires. Le vendredi 12 mars, je me suis réveillé à 6 heures, avec le cœur qui battait la chamade. À 8 heures du matin, le ciel était encore clair, mais je sentais une pression atmosphérique étrange. À 15h30, les premières gouttes ont commencé. À 15h35, exactement l'heure des rêves, une pluie torrentielle s'est abattue comme Lyon n'en avait pas vu depuis des décennies. En 2 heures, la rue de la République a débordé. À 17h45, l'inondation a atteint ma rue exactement comme je l'avais rêvé. L'eau est montée à 2,1 mètres au coin de la pharmacie, 2,7 mètres à l'épicerie et 3,4 mètres au point le plus bas. Dites-moi en commentaire, croiriez-vous à des rêves avec des mesures exactes ? Tous les voisins que j'avais alertés étaient en sécurité. Madame Jacqueline était chez sa fille.
Tom était chez ses grands-parents en zone haute. Les voitures avaient été retirées des garages. Mais ce qui m'impressionne le plus aujourd'hui n'est pas d'avoir évité les pertes matérielles, c'est la précision mathématique des rêves. Quand les pompiers ont mesuré les niveaux d'eau, ils ont confirmé exactement les mesures que j'avais vues. 2,1, 2,7 et 3,4 au point spécifique. Comment ? Ai-je pu rêver de mesures si précises 3 semaines avant ? Le capitaine des pompiers, Pierre Moreau, m'a contacté 2 jours plus tard. « Monsieur Marcel, nous avons appris que vous aviez alerté les résidents avant l'inondation. Comment saviez-vous que ce serait si grave ? » J'ai raconté les rêves détaillés, les mesures spécifiques, avoir vu des personnes en situation de danger avant que la pluie ne commence. Il a été impressionné. « Monsieur, en 22 ans de pompier, j'ai déjà vu de nombreux cas de personnes qui pressentent les catastrophes naturelles. Les animaux le font naturellement. Peut-être que les humains ont aussi cette capacité. Depuis cette expérience, j'ai développé une attention spéciale à mes rêves, surtout quand ils sont très spécifiques sur des lieux et des situations. Ils ne sont pas devenus fréquents, mais quand ils arrivent, j'enquête toujours. 3 mois plus tard, j'ai rêvé d'un glissement de terrain à Vénissieux. J'ai alerté les autorités qui ont fait une inspection préventive et découvert une vraie instabilité du terrain. La zone a été évacuée avant que le glissement ne se produise. J'ai appris que notre esprit peut traiter des informations environnementales de façon que nous ne comprenons pas encore totalement. Des changements subtils dans la pression atmosphérique, des variations imperceptibles dans l'humidité, des signaux que nous ignorons consciemment. Aujourd'hui, quand d'autres personnes me racontent des rêves étranges avec des catastrophes naturelles, j'écoute toujours attentivement. Car parfois, un rêve détaillé peut être le système d'alerte le plus précis que nous puissions avoir. Et j'ai appris que l'âge et l'expérience peuvent rendre notre esprit plus sensible à ces signaux naturels. C'est peut-être cette sagesse qui vient avec les années, apprendre à écouter ce que le monde essaie de nous dire. Après avoir entendu Marcel, j'ai commencé à me questionner sur notre connexion avec les Tony Sandelier, une force de la nature. Comment est-il possible de rêver de mesures exactes de phénomènes climatiques? Serait-il possible que des décennies de vie dans un lieu nous rendent sensibles à des changements environnementaux imperceptibles? C'est cette question qui m'a mené au dernier cas de cette enquête. Et j'avoue que ce fut le récit qui a le plus ébranlé mes convictions. Mais c'est le 4e cas, impliquant une usine, qui a brisé toutes mes convictions d'enquêteur. Ce récit présente une combinaison d'éléments si impossibles à expliquer qu'aujourd'hui encore je questionne les limites de ce que nous considérons comme la réalité. Mon nom est Claude Bertrand, j'ai 46 ans et je travaille comme opérateur de machine à la métallurgie Toulouse Sud, à Toulouse, depuis 19 ans. C'est une grande usine avec plus de 350 employés qui produit des pièces automobiles 24 heures sur 24. Ma fonction est d'opérer les presses hydrauliques de la ligne 4, des équipements qui exigent une attention totale car toute erreur peut être fatale. C'était un lundi, 11 mars 2024. Ce qui m'est arrivé pendant cette semaine n'était pas un rêve, une vision ou un pressentiment. C'était quelque chose de beaucoup plus complexe, une combinaison impossible de coïncidences, de nombres répétitifs et de situations qui défiaient toute probabilité statistique. Tout a commencé quand je suis arrivé au travail et j'ai découvert que ma carte de pointage avait été changée pour le numéro 19. Je travaille depuis 19 ans avec le numéro 952, mais le système montrait que j'étais l'employé 19. Le personnel des RH a dit que c'était une erreur temporaire qui serait corrigée. Pendant tout ce lundi, le numéro 19 est apparu dans des endroits impossibles. Ma production du jour était exactement de 190 pièces. L'ascenseur s'est arrêté tout seul à l'étage 19. Alors que l'usine n'a que 14 étages. J'ai reçu 19 appels sur la radio interne. Même le café de la machine coûtait 1,90 $. Le mardi, c'étaient des numéros 24, 38 et 19 ensemble. À 19h24, la machine a présenté l'erreur code 2438.
La température ambiante a été enregistrée à 24,38 degrés. Ma carte restaurant a été débitée de 24,38 €, une valeur qui n'était jamais apparue avant. Mais je n'ai pas encore raconté la partie la plus effrayante. Le mercredi, les coïncidences se sont intensifiées de façon troublante. Mais maintenant, ce n'était pas seulement des chiffres, c'était des situations liées spécifiquement à la sécurité de la chaudière numéro 4 et du système de vapeur de l'usine. Pendant toute la journée, des employés de différents secteurs m'ont abordé pour parler de problèmes de vapeur sans que je ne demande rien. Julien, de la maintenance électrique, a dit « Claude, toi qui comprends la pression, tu as déjà remarqué un bruit bizarre venant de la chaudière 4 ?» Sarah, de l'administration, a commenté « J'ai rêvé qu'il y avait de la vapeur qui sortait de partout dans l'usine. » Michel, chauffeur de chariot élévateur, a dit « Ma femme dit qu'elle a fait un cauchemar d'explosion dans notre entreprise. » C'était 9 personnes différentes, à des heures différentes, toutes me parlant de vapeur, chaudière et explosion. La probabilité statistique que cela arrive naturellement est pratiquement nulle. Le jeudi, les coïncidences sont devenues encore plus spécifiques. J'ai trouvé un papier par terre avec les chiffres 24, 38, 19 écrits à la main. Personne ne savait d'où ils venaient. La radio de l'usine a diffusé la même chanson 19 fois pendant mon service à cause d'un défaut de programmation. Et le plus impossible, pendant le déjeuner, 7 collègues différents m'ont raconté qu'ils avaient rêvé d'une explosion dans l'usine la même nuit. Tous ont décrit des détails similaires. Vapeur, bruit assourdissant et évacuation à 24h38. Dites-moi, en commentaire, croiriez-vous à des coïncidences statistiquement impossibles? Le vendredi, veille du week-end, j'ai senti une compulsion irrésistible de vérifier la chaudière numéro 4. J'ai demandé l'autorisation au superviseur pour faire une inspection visuelle pendant ma pause. En utilisant une lampe torche, j'ai examiné tout le système de vapeur. Sur le manomètre de pression, j'ai découvert quelque chose qui m'a glacé le sang. L'aiguille oscillait dangereusement proche de la zone rouge, indiquant une pression excessive. Plus inquiétant, j'ai entendu un son bas et continu venant des canalisations comme un sifflement presque imperceptible. C'était exactement le bruit bizarre que Julien avait mentionné. J'ai immédiatement signalé à l'ingénieur de sécurité, Dr François Leroy. Il a été surpris car la chaudière avait passé une maintenance la semaine précédente. Claude, faisons une inspection complète. S'il y a des problèmes de pression, nous devons les résoudre. Immédiatement. L'équipe technique est arrivée en 35 minutes. En utilisant des équipements spécialisés, ils ont découvert que la soupape de décharge était défectueuse depuis des jours, causant une accumulation dangereuse de pression. Le système était à quelques heures d'atteindre des niveaux critiques. Si nous n'avions pas détecté maintenant, a dit Dr Leroy, lundi nous aurions eu une explosion de vapeur aux premières heures de fonctionnement. C'était lundi 18 mars. Le service du matin commençait à 6 heures. Des simulations postérieures ont montré que l'explosion aurait eu lieu à 24h38, exactement l'heure que mes collègues avaient rêvé. Et alors j'ai découvert quelque chose qui m'a empêché de dormir pendant des mois. Quand Dr Leroy m'a montré le rapport technique, les chiffres finaux m'ont choqué. La soupape fonctionnait à 19% au-dessus de la capacité maximum. Le défaut avait été causé par l'usure d'une pièce fabriquée le 24 mars 2008. Et le code de et série de la soupape était exactement 2438-19. C'étaient les mêmes chiffres qui étaient apparus obsessionnellement pendant toute la semaine. Le plus impossible, quand ils ont vérifié les registres de maintenance, ils ont découvert que la dernière inspection de la chaudière avait été faite le 19-02 et le technicien responsable avait noté pression normale à 24h38. Comment ai-je pu recevoir des informations techniques spécifiques à travers une séquence de coïncidences impossibles? Dans les jours suivants, j'ai découvert que d'autres employés avaient aussi signalé des signes étranges pendant cette semaine. Des opérateurs qui avaient senti de mauvaises énergies près de la chaudière. Des superviseurs qui avaient eu des pressentiments sur des problèmes de sécurité.
Dr Leroy a créé un protocole spécial. Chaque fois que des employés signalent des séquences de coïncidence ou des pressentiments collectifs sur la sécurité, nous faisons des inspections immédiates. Claude, en 17 ans d'ingénierie industrielle, j'ai appris que les travailleurs expérimentés développent des sensibilités que nos instruments ne captent parfois pas, dit-il. Des coïncidences impossibles peuvent être des signaux que nous ne savons pas encore décoder. Depuis cette semaine, je fais attention aux motifs étranges de chiffres, aux coïncidences répétitives et surtout aux situations où plusieurs collègues signalent des pressentiments similaires. J'ai déjà aidé à identifier 2 autres problèmes de sécurité en utilisant cette méthodologie. Dans les 2 cas, des séquences de coïncidences impossibles m'ont mené à découvrir des défaillances qui auraient pu causer des accidents graves. J'ai appris que les usines où des centaines de personnes travaillent ensemble peuvent développer une sorte de conscience collective sur les dangers et que quand plusieurs esprits convergent sur la même alerte, cela vaut la peine d'enquêter. Aujourd'hui, quand d'autres ouvriers me racontent des coïncidences étranges ou des chiffres répétitifs au travail, j'écoute toujours attentivement, car parfois, une séquence impossible de coïncidences peut être la façon la plus précise de recevoir des alertes sur des dangers que nous ne comprenons pas encore. Et j'ai appris que travailler avec des machines pendant des décennies crée une connexion presque télépathique avec les équipements. Notre esprit inconscient traite des signaux subtils, vibrations, sons, températures, que nous ignorons consciemment. Après avoir enquêté sur ces 4 cas extraordinaires, le technicien d'ascenseur de Paris, l'organisatrice de fête de Lyon, le retraité de Lyon et l'ouvrier de Toulouse, j'ai trouvé des motifs qui transcendent toute explication scientifique conventionnelle. Mais ce qui m'a le plus troublé a été de découvrir, à la fin de cette enquête, que je n'étais pas le seul à documenter ces expériences. J'ai trouvé des registres de 6 autres enquêteurs qui, indépendamment, sont arrivés à des personnes similaires, avec des récits parallèles, utilisant des méthodes identiques de recherche. C'était comme si ces histoires étaient documentées simultanément, par multiples sources, sans communication entre elles. Le motif qui a émergé est fascinant. Tous étaient des professionnels expérimentés dans leur domaine, des personnes pratiques qui n'avaient jamais eu d'expérience paranormale auparavant. Mais chacun a reçu des alertes par des canaux complètement uniques. 4. Une forme distincte pour notre esprit d'accéder à des informations sur des dangers futurs. 4 canaux différents par lesquels des alertes peuvent arriver quand on s'y attend le moins. En tant qu'enquêteur, j'ai cherché des explications rationnelles. Traitement subliminal, sensibilité professionnelle développée, intuition basée sur l'expérience. Mais la précision des détails techniques et la variété des méthodes de réception suggèrent quelque chose au-delà de ce que nous comprenons. Actuellement, peut-être que notre esprit est capable de détecter des motifs dans des données que nous traitons inconsciemment. Peut-être que des décennies d'expérience professionnelle créent des sensibilités qui transcendent les 5 sens conventionnels. Peut-être qu'il existe une forme de communication entre l'esprit humain et l'environnement que nous découvrons encore. Ce que je sais avec certitude, c'est que j'ai été témoin de preuves documentées de capacités humaines qui ont sauvé des centaines de vies, et que faire confiance à ces alertes, qu'elles soient par des rêves, des visions, des coïncidences ou des intuitions, peut littéralement faire la différence entre la vie et la mort. Chacun de ces 4 cas m'a enseigné quelque chose de différent sur les canaux par lesquels des alertes peuvent arriver. Et tous m'ont fait questionner. Combien de signaux ignorons-nous quotidiennement en les considérant impossibles? Dites-moi en commentaire, lequel des 4 cas vous a le plus marqué? Avez-vous déjà eu une expérience avec des cauchemars techniques, des visions de protection, des rêves prémonitoires ou des coïncidences impossibles? Quel type d'alerte pensez-vous qu'il serait le plus difficile d'ignorer? Si ces histoires vous ont fait réfléchir sur les limites de la perception humaine, laissez un like pour soutenir la chaîne et abonnez-vous pour ne manquer aucune enquête.
j'apporte toujours des cas qui vont élargir votre compréhension de ce qui est possible. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'arrêter d'ignorer ses propres signaux internes, car après avoir entendu ces 4 récits, une chose est certaine. Notre esprit possède des ressources de protection beaucoup plus sophistiquées que nous l'imaginons. Et souvenez-vous, faites attention à vos alertes, qu'elles soient des cauchemars détaillés, des visions protectrices, des rêves avec des mesures précises ou des coïncidences impossibles. Elles essaient peut-être de sauver beaucoup plus de vies que seulement la vôtre.